représente seulement 1% de la surface des mers et des océans, mais dans laquelle on va trouver 7% des espèces marines de tout le globe. Donc cet effet conjoint de ce qui se passe à terre et de ce qui se passe en mer a justifié qu'on considère cette zone comme une zone très riche en termes de biodiversité. Alors nous, on ne va pas avoir le temps de s'occuper de la biodiversité à l'échelle de la Méditerranée. On a choisi de se préoccuper d'une plus petite échelle, mais qui est quand même malgré tout bien représentative de ce qu'on peut trouver en Méditerranée, et on a en plus la chance que ça soit juste à nos portes, à la sortie de la baie de Cavalère. Notre voyage en biodiversité marine va commencer au départ du Cap Lardier, et le long d'une ligne qui rejoint donc le phare du Titan sur la pointe de l'île du Levant, la pointe la plus à l'est, on va rencontrer différents habitats, différentes espèces le long de cette ligne en pointillé que vous voyez, cette ligne imaginaire qui représente simplement notre voyage, notre trajet. On va s'intéresser à ces habitats et à ces espèces et à leur comportement et à leurs interactions. On va essayer de, ensemble, donner de l'épaisseur à cette définition de biodiversité que je vous ai présentée en introduction. Alors, une petite question test. Pour vous montrer comment ça fonctionne, pour vérifier que tout marche normalement, et également pour commencer à se familiariser avec le matériel. Donc vous avez en haut la question qui est formulée, je la lis. À combien estimez-vous la plus grande profondeur de la mer sur une ligne droite reliant donc le Cap Lardier aux îles d'Or, notamment l'île du Levant? Première possibilité, plus de 10 mètres, réponse 1. Deuxième possibilité, plus de 100 mètres, réponse 2. Troisième possibilité, plus de 1000 mètres, réponse 3. Donc, vous avez sur la droite de l'écran le chronomètre qui est matérialisé par cette barre verte. Il faut attendre mon top départ et que vous la voyez clignoter avant de répondre. C'est tout simple. Donc attention. Voilà, ça clignote, c'est lancé. Vous pouvez appuyer sur le bouton que vous pensez être juste. Ça ne marche pas. Ok, alors c'est pas grave. Je pense savoir ce qui se passe. C'est pas très grave. Je rigole parce que mon collègue qui est en train de filer me disait en arrivant, je suis un véritable chat noir. Depuis que je suis tous les collègues qui font les présentations, à chaque fois ça bug. Ben voilà, ça n'a pas raté. Merci Jean-François. Donc on va reprendre, je pense que là ça devrait fonctionner. Alors attention, à vous de jouer. Et ça marche mieux, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était pas très grave. Pendant ce temps-là, je vous invite à vérifier que le numéro qui est apposé au dos du boîtier apparaît en vert clair en bas. Si ça apparaît pas en vert clair, c'est qu'il y a un problème. Oui. C'est bon, c'est allumé. Est-ce qu'il est en vert clair, son numéro 9? Oui, c'est bon. Merci. Moi, c'est bon. C'est sur l'écran. C'est ça, il est en vert clair. C'est bon. Moi, je sais. Ok, donc, est-ce que tout le monde a bien son numéro, le numéro du boîtier qui est posé au dos, qui apparaît en vert brillant? Hein? Pas en vert foncé là, mais en vert brillant, comme le 14, 15, 16, 17. Oui, c'est bon pour tout le monde? Ok, ça veut dire que ça va fonctionner, ça va rouler jusqu'au bout. Alors, la bonne réponse, vous ne pouviez pas le savoir, enfin, vous ne pouviez pas le deviner, hein, si on le sait ou on ne le sait pas, c'est binaire, mais c'est pas grave, il n'y avait pas de points à gagner. La bonne réponse était plus de 1000 mètres. À cet endroit, c'est une zone particulièrement riche, notamment en mammifères marins, grâce à la présence de canyons très profonds avec des remontées d'eau froide très riches. Et on va pouvoir donc avoir des zones qui dépassent les plus de 1000 mètres de profondeur. Donc voilà une vue avec une carte marine, avec ce qu'on appelle les isobates, et on voit donc cette ligne qui relie le Cap Lardier jusqu'à l'île du Levant, qui va croiser des fonds marins de plus de 1000 mètres. Avec ces canyons, là on a différents canyons ici, là. Voilà, des canyons à plusieurs centaines de mètres de profondeur, voire presque 1000 mètres de profondeur pour certains. Des endroits où il n'y a plus du tout de lumière qui s'y développe, plus du tout on ne va pas y trouver d'algues. Voilà. Par contre, on s'intéressera à comment font les êtres vivants, notamment les animaux qui vivent à ces profondeurs, pour rester en vie, se survivre, se maintenir, parce qu'ils ne trouveront pas à manger grâce à la présence d'algues, puisqu'il n'y aura pas d'algues dans ces profondeurs. On en parlera ça tout à l'heure quand on
plongera. Alors justement, notre voyage va se découper en 4 phases. Une première phase, on sera à pied en randonnée sur le cap Lardier. On va s'intéresser à cette végétation littorale, aux contraintes environnementales qui pèsent sur ces habitats donc au bord de mer. Ensuite, on mettra les pieds dans l'eau, mais à très faible profondeur. On regardera ce qui se passe juste au-dessus et en dessous de la surface. Plus ou moins 20 cm au-dessus et en dessous de la surface. Cette fois-ci, on sera en pêche à pied. Ensuite, on chaussera les palmes, on mettra le masque et le tuba pour aller voir ce qui se passe dans les 5 premiers mètres de profondeur, notamment au-dessus de l'herbier de Posidonie. Ensuite, il faudra rajouter aux palmes, masque et tuba une petite bouteille de plongée pour aller voir ce qui se passe au-delà de 30 mètres de profondeur. Et on s'intéressera à cet habitat tout à fait exceptionnel qu'est le coralligène. J'en parlerai tout à l'heure. Enfin, après cette immersion un peu plus profonde, on sortira la tête de l'eau pour prendre un peu l'air. On partira en bateau vers le large à la découverte du royaume Pélagos et de ce fameux sanctuaire Pélagos. Et puis enfin, on terminera notre voyage par une plongée dans cette zone où plus du tout de lumière n'arrive. Il faudra partir en sous-marin dans cette zone à plusieurs centaines de mètres de profondeur à la découverte de ces habitats très particuliers que sont les abysses. Et j'espère qu'au terme de ce voyage, vous aurez bien appréhendé toute la richesse et l'importance de cette biodiversité à travers ce milieu marin méditerranéen. Alors on commence avec, au bord de l'eau, en randonnée sur le sentier du littoral. Au départ donc du Cap Lardier. Le Cap Lardier c'est une réserve, on ne peut pas aller s'y promener en fait. Par contre il y a plein de chemins qui permettent d'en avoir une très jolie vue. Donc voilà 2 vues qui vous sont proposées de ce Cap Lardier. Une zone particulièrement riche mais également sensible où on va y trouver des espèces protégées comme par exemple la barbe de Jupiter. Une espèce qui est relativement rare, sauf chez nous, où elle est bien présente, une espèce de plante qui résiste particulièrement bien à la chaleur, à la sécheresse, aux embruns, etc., au vent, grâce notamment à la présence de petits poils sur ses feuilles. Enfin, on en reparlera tout à l'heure. Alors justement, première question, pour un peu comprendre ces habitats du bord de mer, à quelles contraintes doivent-ils résister ? Est-ce qu'ils doivent résister au manque d'eau? Première possibilité. Aux incendies? Deuxième possibilité. Aux embruns? Troisième possibilité. À la pollution industrielle? Quatrième possibilité. Au vent? Cinquième possibilité. Ou à l'érosion? Sixième possibilité. Donc, dans cette question-là, il y a plusieurs bonnes réponses. Elles sont nombreuses. D'accord ? Donc, si vous pensez que c'est la réponse 1, 2 et 3, il suffit d'appuyer sur les boutons 1, 2 et 3. Mais il y en a peut-être plus que ça. Attention, à vous de jouer. Alors, c'est important d'être relativement rapide parce que c'est un jeu. On vous proposera des petits lots en fin de diaporama pour les 3 meilleurs, les 3 plus rapides, enfin, ceux qui auront fait les meilleures réponses. Et dans le cas où vous êtes ex aequo, pour vous départager, on utilisera le temps de réponse. Donc il faut être quand même relativement rapide pour répondre. Voilà. Alors, peut-être que les embruns, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qu'est-ce que ce sont les embruns? Non? Alors les embruns, c'est en fait de l'eau de mer. Donc c'est bien de l'eau salée, elle n'est pas vaporisée cette eau. C'est de l'eau de mer qui est mélangée à de l'air. Donc des toutes petites gouttelettes d'eau de mer qui sont mélangées à de l'air, notamment par le vent, et qui sont projetées. Projetées sur la végétation littorale. Et de l'eau salée, les plantes, elles n'aiment pas trop ça. Donc ça faisait partie effectivement des contraintes qu'on pouvait trouver sur ces habitats du bord de mer. Ces contraintes, elles sont au nombre de 5. Le manque d'eau, parce qu'on est en région méditerranéenne. Les incendies, toujours parce qu'on est en région méditerranéenne. C'est vrai que cependant les incendies en bord de mer sont arrivent quand même relativement moins souvent que dans l'arrière-pays, mais c'est quand même une contrainte qui est présente. Les embruns, ça par contre c'est la caractéristique de ces habitats littoraux. Le vent, parce qu'on est exposé, le vent en mer, il y en a quasiment toujours, donc quand on est en bord de la mer, on a du vent. L'érosion, générée à la fois par les pluies, même si elles sont rares, chez nous les pluies elles tombent en grande quantité, et également le vent qui contribue à l'érosion. Et il ne faut pas oublier un troisième facteur de l'érosion, c'est le piétinement, généré par les gens qui viennent, qui marchent, qui parfois utilisent des bâtons pointus sur les sentiers littoraux, et qui contribuent à user cette terre, à éroder cette terre et ces sentiers. Voilà pour cette première question. Alors, justement, pour
s'intéresser à comment est-ce que cette plante, la barbe de Jupiter, réussit à résister à ces embruns et à la sécheresse, on peut s'approcher de cette plante et l'observer. Alors quel attribut de la barbe de Jupiter justement la rend particulièrement résistante aux embruns et à la sécheresse? Serait-ce sa petite taille, réponse 1, la présence de petits poils sur les feuilles, réponse 2, ou son système racinaire, réponse 3? Son nom, relativement évocateur, doit vous aider à trouver la réponse. Attention, à vous de jouer. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. D'ailleurs, on dit un attribut, donc pas une attribut. Il y a un L et un E en trop là-haut. Pardon pour cette faute d'orthographe. Ok, la bonne réponse, quelqu'un a l'idée peut-être? Une idée? Oui, mademoiselle? Bravo, la présence de petits poils sur les feuilles. Tout à fait. D'où son nom de barbe de Jupiter. Et en plus, ces poils, eh bien, ils sont un peu argentés, comme l'on pourrait imaginer la barbe de ce fameux dieu romain Jupiter. Barbe un peu blanche, un peu argentée. Hein, donc on a un gros plan de feuilles, d'une feuille de barbe de Jupiter, et on voit bien ce duvet. Alors, c'est pas la seule plante à avoir développé cette stratégie pour résister aux embruns, pour résister à la sécheresse. D'autres plantes méditerranéennes ont développé ce type d'adaptation. Donc on a la linule visqueuse sur la gauche de votre écran, et puis également le panicot de mer sur la droite. Alors on voit même, hein, sur le panicot de mer, on voit même une petite goutte. Et voilà comment fonctionnent en fait ces poils pour éviter aux embruns de venir se coller sur la surface de la feuille. La présence de poils empêche la goutte d'eau de s'étaler sur la surface de la feuille. Ça garde la goutte d'eau en forme de goutte d'eau. Comme ça, il n'y a pas de contact entre l'eau salée des embruns et la surface de la feuille. Et donc la plante peut plus facilement résister à cet apport de sel qui est très néfaste pour la végétation. Alors, toujours sur les plantes, parmi ces 4 espèces, lesquelles, donc il y a plusieurs bonnes réponses, sont introduites et de nature à envahir les falaises littorales? 4 espèces, je peux vous donner leur nom si vous voulez, ça peut vous aider peut-être. Donc l'espèce numéro 4, il s'agit de l'euphorbe arborescente. L'espèce numéro 3, il s'agit de la griffe de sorcière. L'espèce numéro 2, le figuier de Barbarie, aussi connu sous le nom d'Opuntia. Et l'espèce numéro 1, notre très chère barbe de Jupiter, mais cette fois-ci en période de floraison. Attention, il y a 2 bonnes réponses, à vous de les trouver maintenant. Encore quelques secondes. Ok, c'est la fin du temps. Est-ce que quelqu'un aurait une idée, ou peut-être 2 même, pourquoi pas? Jeune homme. L'espèce 2 et l'espèce 3. Effectivement, c'était les bonnes réponses. Le figuier de Barbarie et la griffe de sorcière sont 2 espèces qui ne viennent pas de chez nous. Quand je dis de chez nous, c'est de la Méditerranée, du nord de la Méditerranée. Cependant, c'est des espèces qui résistent, qui sont faites pour vivre dans des climats méditerranéens, mais pas des climats méditerranéens chez nous. Alors, l'espèce numéro 3, la griffe de sorcière, elle vient d'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, on trouve un climat méditerranéen, qui se rapproche beaucoup du climat qu'on a chez nous. Elle a été introduite, cette plante, dans les jardins, elle s'est échappée, et elle se plaît tellement bien chez nous qu'elle envahit les falaises littorales, surtout les falaises littorales. L'espèce numéro 2, le figuier de Barbarie, ça fait très longtemps qu'il a été introduit sur nos côtes. C'est une espèce qui vient d'Afrique du Nord. Donc climat méditerranéen s'il en est, elle s'y plaît très bien chez nous aussi. Donc elle est à tendance invasive, même si elle est relativement moins virulente que la griffe de sorcière. Qui elle, la griffe de sorcière, c'est vraiment un gros problème. Et pas seulement chez nous, également en Espagne depuis encore plus longtemps d'ailleurs. Oui ? On peut dire le même pour les eucalyptus? Oui, tout à fait. On aurait pu dire la même chose pour les eucalyptus. Et même, peut-être ça va vous surprendre, le mimosa également. Voilà, qui sont des espèces d'Australie pour le coup, climat méditerranéen aussi, et qui se plaisent particulièrement bien chez nous. Voilà.
Donc, mais ce sont des espèces introduites et de nature invasive. Jeune homme? Moi j'ai appuyé sur 1 et 4 et ça a mis vert. Alors que si j'appuie dans le... Alors, tu as peut-être pas entendu tout à l'heure, j'ai dit quand ça s'allume en vert, ça veut dire que tu as répondu au bon moment. Ça ne veut pas dire que tu as fait juste. D'accord? Voilà, il faut attendre pour vérifier la réponse, il faut attendre les réponses, que je donne les bonnes réponses. D'accord? Ok? Allez, question suivante. Alors cette fois-ci, c'est pas du tout, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est une question sondage. C'est l'occasion pour nous de récupérer un peu de données, récupérer votre avis, votre perception des enjeux environnementaux. Donc il n'y a pas de réponse attendue. Hein, vous pouvez répondre autant que de réponses que vous voulez. Voilà. Alors ce sondage concerne, lorsque vous faites une randonnée, que seriez-vous prêt à faire pour préserver la végétation? Première possibilité, rester sur les chemins balisés. Deuxième possibilité, ne pas faire de feu ni fumer. Troisième possibilité, éviter d'utiliser des bâtons de marche pointus. Enfin, quatrième et dernière possibilité, emmener de l'eau pour arroser la végétation. Attention, à vous de jouer. Donc là encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de point à gagner, simplement on attend de vous que vous donniez votre avis. Vous pouvez répondre encore autant que vous voulez. Hein. Si vous souhaitez répondre les 4, vous pouvez répondre les 4 ou en choisir une parmi qui vous semble plus importante que les autres. C'est comme vous le souhaitez. Allez, alors, je mets fin au vote. Et puis, grâce à la magie de l'informatique, quand ça fonctionne, hein, on va avoir votre résultat là, avec la répartition. Donc, il y a un geste qui ressort quand même du lot. Ne pas faire de feu ni fumer. Et également le 3, utiliser des bâtons de marche pointus. Éviter d'utiliser des bâtons de marche pointus. Donc, c'est les deux gestes qui ressortent en tête. Et c'est vrai que rester sur les chemins balisés également. Il y a quand même presque 8% de courageux parmi vous qui ont choisi, qui sont prêts à emmener de l'eau pour arroser la végétation. Alors laissez-moi vous prévenir que c'est pas les quelques litres d'eau que vous vous embêteriez à transporter sur plusieurs kilomètres pour arroser les plantes dans la nature qui permettraient de sauver la végétation. Ça part cependant d'un bon sentiment et c'est ça qui compte. Allez, on va changer de milieu, on va s'approcher un peu plus de la mer, on va se rafraîchir les doigts de pied pour commencer, hein, avant de mettre le reste du corps dans l'eau. On va s'équiper de loupes et d'épuisettes pour partir à la pêche à pied dans cette zone qu'on appelle le médio-littoral, qui est la zone de balancement des marées. Alors justement, à propos des marées, quel phénomène fait le plus varier le niveau de l'eau sur nos côtes méditerranéennes? Aucun, le niveau ne varie jamais. Réponse 1. Les marées célestes. Réponse 2. Marées célestes, c'est-à-dire les marées liées à la position du Soleil et de la Lune par rapport à la Terre. C'est ce qu'on appelle les marées célestes. Réponse 2. Le vent et les variations de la pression atmosphérique. Ce qu'on appelle les marées barométriques. Réponse 3. Attention, il n'y a qu'une seule bonne réponse. À vous de jouer. Comme élément de réponse, n'oubliez pas que la mer Méditerranée est une mer qui est fermée. Elle communique malgré tout avec le reste de l'océan mondial par l'intermédiaire du détroit de Gibraltar, via le détroit de Gibraltar avec l'Atlantique, et également depuis un peu plus de 100 ans maintenant, par le canal de Suez, merci, le canal de Suez avec la mer Rouge et donc l'océan Indien. La bonne réponse, même si ça communique avec l'océan mondial, c'est finalement pas les marées célestes, contrairement au reste des océans, mais plutôt les variations locales de pression atmosphérique, donc les marées barométriques. Donc oui, il y a bien des marées en Méditerranée, mais attention, il ne s'agit pas de marées célestes, liées à la position du Soleil et de la Lune par rapport à la Terre. Cependant, le niveau de la mer peut quand même varier, plus ou moins 40 cm. C'est l'équivalent, enfin voilà, c'est en fonction, et du coup peut varier plus rapidement encore que les marées en Atlantique. Mais bon, avec une plus faible amplitude. Alors cette variation du niveau de la mer a son importance surtout quand on est un petit animal qui vit collé sur les rochers au-dessus de l'eau. Comme par exemple ces baleines. Ces baleines sont bien des animaux marins. C'est des animaux marins qui voient rarement la mer. Hein. Enfin,
Il la voit quand même, puisque c'est des animaux marins, mais ils habitent au-dessus du niveau de la mer. Alors comment des animaux marins peuvent bien résister hors de l'eau de mer? Alors justement, quelle est la saison la plus difficile pour ces baleines, qui sont des animaux marins mais qui vivent au-dessus du niveau de la mer? Elles ont donc absolument besoin de l'eau de mer. Quelle est la saison la plus difficile pour ces baleines? L'automne, à cause de l'eau douce apportée par les pluies. Réponse 1. L'hiver, à cause du gel, c'est bien connu chez nous l'hiver, il fait froid, il y a de la neige au bord de la mer. Réponse 2. L'été, à cause du calme de la mer. S'il y a du calme, c'est qu'il n'y a pas de vagues. S'il n'y a pas de vagues, il y a moins d'eau projetée sur les rochers au-dessus du niveau de la mer. Attention, qu'une seule bonne réponse, à vous de jouer. Ah. Allez, c'est la fin du temps. Est-ce que quelqu'un a une idée de la bonne réponse? Jeune homme, oui, là-bas. Pardon? La 1, c'est ce que tu voulais dire? Oui, vas-y. La 3? C'est la bonne réponse, c'est la 3, bravo. C'est l'été à cause du calme de la mer, effectivement. Ces animaux qui sont non pas des coquillages, mais qui sont des crustacés, hein, ces baleines qui sont des cousins éloignés du crabe, vivent collés toute leur vie au-dessus du niveau de la mer. Pas très très loin, mais au-dessus tout de même du niveau de la mer. Et pour pouvoir avoir leur dose d'eau de mer, elles ont besoin des vagues qui viennent un peu les asperger. Et l'été, il y a moins de vagues. Et s'il y a moins de vagues, il y a moins d'eau, c'est difficile. Voilà un autre exemple de ce type d'animaux marins. Alors ça, c'est un crustacé aussi, qu'on appelle un pousse-pied. Enfin, voilà, un crustacé cirripède. Voilà. Cousin du crabe, même ça, il ne ressemble pas, c'est un cousin du crabe. Alors, question suivante, à propos de l'arapède, qu'on appelle aussi la patelle. Bon, l'arapède, c'est le nom local, hein. La patelle, c'est un peu plus commun. Pourquoi retrouve-t-on toujours l'arapède ou la patelle exactement à la même place? Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas cet animal, il s'agit de ce petit chapeau chinois là qu'on voit là, ou qu'on voit ici, qui effectivement a plutôt tendance à habiter à peu près toujours à la même place, hein, mais on le retrouve toujours au même endroit. Pourquoi? Parce que c'est un animal territorial. Réponse 1. Parce que sa coquille doit être exactement adaptée à la forme de la roche pour être hermétique. Réponse 2, ou bien parce qu'elle ne se déplace jamais. Alors je ne vais pas vous lâcher dans la nature comme ça, hein, je vais quand même vous donner des éléments de réponse. Sachez que ce coquillage, puisqu'il s'agit d'un coquillage, c'est un cousin éloigné des escargots de mer si vous voulez, se nourrit d'algues. Il broute les algues sur les rochers. Je ne sais pas si ça vous aide, enfin j'espère que ça le devrait en tout cas. Mais attention, à vous de jouer. Alors pour se nourrir justement, elle va brouter les algues sur les rochers, donc il faut qu'elle trouve sa nourriture. Ce qui n'est pas facile quand on ne se déplace pas. Mais elle est équipée d'une espèce de petite râpe, une langue en forme de râpe à fromage qui lui sert à gratter les algues sur les rochers. Comme ça. Par contre, pour trouver sa pitance, eh bien, il faut qu'elle se déplace. Donc, effectivement, ce n'était pas la réponse 3. Mais, ce coquillage, qui a tendance à vivre hors de l'eau, doit aussi, c'est un animal marin, avoir de l'eau de mer. Donc, quand il est en période de disette et qu'il n'y a pas beaucoup de vagues, il va rester toujours au même endroit. Parce qu'à cet endroit-là, sa coquille est bien adaptée à la forme du rocher et elle est parfaitement hermétique. Et elle peut retenir un petit peu d'eau, le temps que les temps difficiles passent et que de nouvelles petites vaguelettes viennent l'arroser. Allez, tiens, justement, alors on est sur l'arapède, on est sur un gros plan, une photo prise au microscope, mais quel détail de l'arapède est présenté sur cette photographie au microscope? La coquille, réponse 1, son œil, réponse 2, ou sa langue, réponse 3? À vous de jouer. Je veux gagner.
crois que ça ressemble à ça. Il explique à monsieur qu'il avait une langue qui rappe. C'est ce que j'ai lu. Donc effectivement, la bonne réponse, c'était la réponse 3. C'est la langue. C'est la râpe à fromage de la rapelle, là. C'est sa langue, en fait. Hein, qu'elle frotte comme un rabot à la surface des rochers pour décoller les petites algues et pouvoir s'en nourrir. Allez. Vous n'êtes pas trop chaud? Non, ben, on va quand même plonger un petit peu, on va aller se rafraîchir. Hein. On va s'équiper palme, masque et tuba et on va plonger, pas très profond, juste sous la surface, dans cette zone qu'on appelle l'infralittoral. Donc infra, ça veut dire dessous. Infralittoral, sous le littoral. On est bien sous la surface de la mer. On va s'intéresser à l'herbier de Posidonie. Alors bien souvent, en tant que vacancier, le premier contact que vous ayez avec l'herbier de Posidonie, c'est celui-là, qui n'est pas toujours très ragoûtant, je vous l'accorde. Un gros tas de feuilles mortes en décomposition sur la plage, donc ça fait rarement plaisir. Pourtant, c'est les feuilles de Posidonie. Et la Posidonie, je vous en reparlerai tout à l'heure, c'est une espèce très très importante pour l'écosystème marin. C'est l'équivalent de la forêt sous la mer. Donc tous les rôles que tient la forêt sur Terre sont transposables sous la mer pour la Posidonie. On pourra en reparler tout à l'heure. Mais la Posidonie, elle a ça en plus que ses feuilles mortes, puisque c'est une plante marine, elle a tendance à perdre ses feuilles mortes tout au long de l'année, et notamment avec un pic à l'automne et l'hiver, se retrouvent lessivées, rejetées sur les plages. Et même ces tas de feuilles mortes sur la plage continuent à avoir un rôle important pour la plage. Mais alors, quel rôle peut bien avoir ces banquettes? Et pourquoi, du coup, c'est important de laisser ces banquettes de Posidonie sur les plages, et si possible, hein, d'ailleurs, ne les nettoyer que le plus tard possible dans la saison, une fois que les dernières grosses vagues et coups de mer sont passés. 3 possibilités. Premièrement, pour limiter les effets de l'érosion marine. Deuxième possibilité, pour limiter le nombre de baigneurs sur la plage. Troisième possibilité, pour les espèces qui viennent s'y nourrir. Il y a plusieurs bonnes réponses. À vous de jouer. Alors si vous venez sur notre territoire uniquement l'été, vous avez peut-être pas pu observer ces gros tas de banquettes qu'on voit surtout l'hiver et voilà, tout simplement parce que c'est nettoyé. Arrivé le mois de juin, on envoie des camions, des tractos, pelles qui viennent relever, remporter, enlever, nettoyer la plage de ces tas de feuilles mortes de Posidonie. Mais c'est pas jeté. La Posidonie, c'est une espèce protégée, donc on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Alors c'est stocké temporairement dans des gros containers à l'arrière de plages, de certaines plages, jusqu'au retour de la mauvaise saison. Une fois que les vacanciers et les touristes sont partis, que les plages reprennent un peu leur couleur naturelle, on va réétaler cette Posidonie sur la plage, de façon à ce qu'elle continue à avoir son rôle. Et son rôle, quel est-il? Il est double. C'est la réponse 1 et la réponse 3. C'est pour limiter les effets de l'érosion marine, générés par les vagues qui viennent se casser sur le bord, qui se retrouvent de fait amortis par les banquettes de Posidonie, par ces tas de feuilles mortes. Ça amortit les vagues et ça empêche le sable de partir. Et c'est une véritable source de nourriture pour les espèces qui viennent s'y nourrir. Des petits insectes, des petits crustacés qui chassent entre les feuilles. Et on verra d'ailleurs que ces feuilles mortes ont leur rôle à jouer sur la plage, mais également ailleurs. Ces feuilles mortes qui sont libérées, qui tombent de la Posidonie, peuvent être emportées hors de l'eau sur les plages, mais peuvent être emportées au loin, très très loin, très 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 loin au fond de la mer, à des endroits où il n'y a habituellement pas de source de nourriture végétale. Et là, ça pourra avoir son importance pour les animaux qui vivent dans ces grandes profondeurs. Alors un petit gros plan de cette banquette, hein, qui est à la fois un mélange de feuilles mortes de Posidonie, de sable, de restes de coquillages, et malheureusement parfois de déchets également, hein, parce que quand les vagues rejettent tout ça sur la plage, indistinctement, elles rejettent également les bouteilles en plastique, les sacs, etc., qui se mêlent du coup aux feuilles mortes de Posidonie. Alors je l'ai dit, l'herbier de Posidonie, c'est une véritable forêt sous la mer. Véritable forêt sous la mer. Donc comme la forêt, ça libère de l'oxygène, comme la forêt, c'est un abri pour un très grand nombre d'espèces, comme la forêt, c'est également une source de nourriture. Mais c'est surtout un abri pour de très nombreuses espèces animales et également végétales. Mais en l'occurrence, on va s'intéresser à un poisson très discret, qui a tendance d'ailleurs à superbement bien imiter la feuille de Posidonie.
Cherchez, cherchez bien, mes amis. Vous allez avoir du mal à répondre à cette question. Donc on vous demande de retrouver la case dans laquelle se cache ce fameux poisson. Poisson de la famille des hippocampes, la famille des syngnates. Allez, je vous aide. Il se trouve pas dans la case numéro 3. Allez, je vous aide encore. Il se trouve pas non plus dans la case numéro 2. Attention, à vous de jouer. Alors, quand même, je vous dois quelques explications. Le poisson en question, il n'est pas en entier. On voit qu'un morceau de son corps. En l'occurrence, on voit la partie avant, on voit sa tête, on voit son œil, on voit sa bouche également. Le reste de son corps est hors champ, hors cadre, en dehors du cadre de la photo. Ah 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 ah. Allez, je mets fin au vote. Est-ce que quelqu'un est sûr de l'avoir vu? C'est toujours très marrant parce qu'on me dit oui, oui, je sais, on me donne une numéro de case et c'est pas le bon. Et quand parfois c'est le bon, eh ben la personne s'est trompée, c'est dans la bonne case mais c'est pas la bonne chose. Oui, mademoiselle. 8. Case numéro 8, t'es sûr de l'avoir vu? Oui. Certaine? Oui. Tu es prête à te ridiculiser devant tout le monde? Oui. Tiens, je te prête mon rayon laser, t'as un petit bouton dessus. Tu l'appuies, tu pointes. Montre-nous son œil. Bien, sa bouche? Ok, pas mal. Bravo, félicitations, c'était la bonne réponse. Tu avais peut-être déjà vu le diaporama? Ouais, c'est ça, souvent, c'est ça. C'était facile. Effectivement, donc, on a le poisson qui est là. Alors voilà, sorti du son contexte, hein, il s'agit d'un montage photographique qu'on a réalisé pour insérer ce poisson au milieu de l'herbier de Posidonie. Voilà, pris en gros plan, là on le voit un peu mieux. L'œil, la bouche, hein, une petite bouche terminale, comme ça, là, toute fine, voilà. Et c'est un poisson qui est aussi fine, aussi peu épais qu'une feuille de Posidonie. Et il pousse même le talent du mimétisme jusqu'à imiter les taches qu'on voit sur les feuilles, les taches blanches qui sont là, qu'on va retrouver également ici. Un mimétisme, un camouflage parfait, le syngnate. Alors justement, pourquoi la Posidonie est-elle également essentielle pour les écosystèmes plus profonds? Pourquoi est-ce qu'elle est importante, cette Posidonie, pour les écosystèmes plus profonds? Première possibilité, parce qu'elle y exporte de la matière organique, notamment par l'intermédiaire de ses feuilles. Parce qu'elle participe activement à l'oxygénation de l'eau de mer. Ou parce que toutes les espèces vivant à grande profondeur viennent se reproduire dans la Posidonie. Il y a plusieurs bonnes réponses. Mais pas toutes. À vous de jouer. Alors les bonnes réponses, c'est les réponses 2 et 3. Effectivement, donc je l'ai dit tout à l'heure, ces feuilles mortes. 1 et 2. Pardon, 1 et 2. Oui, pardon, tant pour moi. Bonne réponse 1 et 2. Je l'ai dit tout à l'heure, elle exporte de la matière organique par l'intermédiaire de ses feuilles. On l'a vu vers la plage, mais également vers les grandes profondeurs. Puisque s'il y a une partie qui arrive sur la plage, le reste va vers de plus grandes profondeurs et ça sera super important pour les écosystèmes plus profonds, pour notamment les animaux qui ont du mal à trouver une source de nourriture. Également, on l'a dit, c'est comme la forêt sur Terre, elle participe à l'oxygène. Elle oxygène l'eau de mer. C'est grâce à ça qu'un très grand nombre de poissons, par exemple, et d'autres animaux arrivent à respirer. Alors, on a aussi quelques espèces qui vivent à grande profondeur et qui viennent s'y reproduire. Mais on ne peut pas dire que toutes les espèces de grande profondeur viennent se reproduire dans la Posidonie. D'où cette petite nuance et le fait que ce n'est pas la bonne réponse. Allez, 3 activités qui sont très très pratiquées en cette saison sur le littoral des Maures et dans le golfe de Saint-Tropez. Parmi ces 3 activités, quelle est celle qui risque le plus de nuire, d'abîmer les herbiers de Posidonie? La plongée sous-marine, réponse 1. La baignade, réponse 2. Ou la plaisance, réponse 3. Attention, à vous de jouer. La Posidonie, c'est une plante qui vit au fond de la mer, qui pousse très très lentement, très lentement, quelques centimètres par an dans le meilleur des cas. Et ça couvre de très grandes surfaces. Et l'une des principales menaces qui pèsent sur l'herbier de Posidonie, sur les herbiers de Posidonie, c'est
La pollution, c'est vrai, mais chez nous, on n'en a pas trop, mais surtout, les ancres des bateaux. Les ancres des bateaux qui, lorsqu'ils font n'importe quoi, ces bateaux viennent les jeter sur l'herbier. Et donc, la principale menace, c'est la plaisance. Et les ancres des bateaux jetées n'importe où. Voilà une photo qui a été prise devant une plage du littoral. Alors, c'est Pamplonne pour ne pas la citer. C'est un gros yacht, je ne le citerai pas, avec une très très grosse ancre, qui aurait très bien pu la jeter 150 mètres un peu plus à l'est dans une zone de sable, mais qui avait absolument besoin d'être en face du restaurant de plage où son propriétaire allait manger, et donc au milieu de l'herbier de Posidonie. Cette grosse ancre est en train de tirer et en train de labourer l'herbier de Posidonie. Une ancre de yacht, c'est plus grand que moi. Je suis pas très grand, c'est vrai, mais c'est encore plus grand que moi. Quand ça tire, ça peut tirer sur plusieurs dizaines de mètres. Donc plus grand que moi, sur plusieurs dizaines de mètres, ça fait plusieurs mètres carrés de détruit. La Posidonie, elle pousse avec quelques centimètres par an. Donc imaginez le temps qu'il va lui falloir pour se régénérer d'un coup d'encre. Et on multiplie ces dégâts par le nombre de bateaux qui viennent sur notre littoral. Ça fait beaucoup, ça fait très très mal pour l'herbier de Posidonie. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est une espèce protégée. Parce qu'elle est très importante pour l'environnement et qu'elle est très très menacée par les ancres des bateaux. Alors, petite question sondage pour terminer la thématique. Seriez-vous prêt à... Alors c'est pareil, hein, c'est un sondage, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, vous nous donnez votre avis. Seriez-vous prêt à choisir des zones de sable pour ancrer votre bateau, si vous avez la chance d'en avoir un? Réponse 1. Pratiquer des activités de découverte du milieu marin, pour apprendre à un peu mieux connaître ce qu'il y a sous l'eau. Réponse 2. Utiliser une protection solaire sous forme de lait plutôt que d'huile. Parce que c'est vrai, quand on vient se baigner à la plage, on oublie souvent que l'huile solaire qu'on s'est mise sur le corps, elle va aller dans la mer. Et une fois dans la mer, ça va contribuer à la pollution de la mer. Et la principale source de pollution qu'on a chez nous, c'est soit rejetée par les bateaux, et c'est également les baigneurs sur les plages, avec leur crème solaire. Donc il vaut mieux utiliser du lait solaire qui est soluble dans l'eau plutôt que de l'huile. Réponse 3. Vous baignez sur une plage naturelle avec des belles banquettes de Posidonie. Réponse 4. Voilà, vous pouvez répondre aux 4, choisir les 4, en choisir qu'une, celle que vous préférez ou plusieurs. Attention, allez, à vous de jouer. Alors d'ailleurs, vous pouvez vous rendre compte par cette question que la question précédente, où vous proposez parmi les 3 activités de trouver celle qui avait le plus d'impact sur la baie de Posidonie, la baignade et la plongée sous-marine aussi peuvent être problématiques pour l'environnement marin, moins graves on va dire que les ancres des bateaux, mais également, notamment quand on se baigne, et si on vient de s'étaler de l'huile sur le corps et qu'on va nager tout de suite après, une grosse partie de cette huile va se mélanger avec l'eau, et ça va faire une espèce de couverture à la surface qui va faire de la pollution. Et pareil la plongée, hein, plongée sous-marine, si on plonge n'importe comment, si on racle au fond, si on va jeter l'ancre au milieu des herbes, au milieu des gorgones, ça abîme les fonds marins. Donc encore une fois, ce qu'il faut c'est se renseigner sur les bons gestes à adopter pour préserver le milieu marin. Allez, je mets fin au vote et on va voir vos réponses. On va voir quel est le geste qui ressort en tête de ce sondage. Choisir des zones de sable pour ancrer votre bateau, presque 70%, c'est super. Et également, vous baignez, alors je ne sais plus laquelle c'est. Vous baignez sur une plage naturelle, plutôt. Difficile à dire, hein, c'est tellement 0%. Utiliser une protection sous forme de lait, 0%, ok. Est-ce que quelqu'un au choix... C'est plutôt pratiquer l'activité qui est Donc, en rose. vous baignez sur une plage naturelle, je pense. 10-34. 10-34. Pratiquer les activités de découverte, 21%. Et je pense que utiliser une protection solaire sous forme de lait plutôt que d'huile, 0%. Non? Non, c'est pas 0. Donc, j'ai mis aussi. ah, bah vous êtes plusieurs. Bon, je sais pas, j'ai un petit bug sur mon... Bon, bref, c'est pas super important. Après, c'est peut-être arrondi ou sinon, il y a bien 0,0% marqué, donc c'est pas ça.
Allez, c'est pas grave, je regarderai plus tard. Alors, on va plonger un peu plus en profondeur, aller au-delà de 30 mètres de profondeur, dans la Grande Bleue, à la découverte du coralligène, qui est une zone, c'est l'équivalent des récifs coralliens, sauf que chez nous, ces récifs coralliens, on va les trouver au-delà de 30 mètres de profondeur, et pas du tout en surface. Mais c'est là où on va trouver le plus grand nombre de représentants de corail. Alors voilà une photo qui montre cette richesse, avec des gorgones, avec des éponges. Donc les gorgones, c'est ce que vous avez là. Là, on a des éponges, on a également des anémones jaunes engroutantes qui forment des véritables croûtes qui se mélangent avec la roche pour former une sorte de pierre vivante. Et c'est dans cette zone-là où on va voir le corail rouge se développer. Corail rouge qui n'est pas du tout une plante, qui est bien un animal, qui est une espèce emblématique qui a donné son nom donc au coralligène et qui déploie ses polypes. Alors les polypes, c'est les petits trucs blancs là, ça ressemble comme à des fleurs, en fait c'est un individu, ça c'est un animal, ça c'est un polype de corail. Pourquoi est-ce qu'il déploie ses polypes? Pour attraper du plancton, réponse 1, pour capter la lumière du soleil, réponse 2, pour se déplacer, réponse 3. Attention, à vous de jouer. J'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Ah oui, c'est rouge. Ouais, ça a constamment appuyé en rouge. J'ai dû appuyer sur le bouton de fin de réponse au lieu d'appuyer sur. Voilà, donc ça fait un point pour tout le monde. C'est gratuit, merci de rien. Donc c'était la bonne réponse, c'était attraper du plancton, effectivement. C'est bien un animal qui doit se nourrir et qui se nourrit de quoi? Qui se nourrit de plancton, en effet. C'est grâce à ces petites tentacules qu'on a ici qu'il va pouvoir attraper sa nourriture. Et l'orifice buccal, hein, l'équivalent de la bouche, est au centre, au milieu. On aperçoit d'ailleurs son tube digestif ici, là, en blanc, en transparent. Donc ça, c'est une branche de corail. Ok, c'est vrai, je vous l'ai dit, c'est un animal. Pourtant, chez le corail, on va utiliser plein de termes qui proviennent des plantes, et notamment des fleurs. Il faut savoir que pendant très très longtemps, les scientifiques pensaient que c'était d'ailleurs une plante, un animal. D'ailleurs, on les a appelés comme ça. Hein. Enfin bon, bref, les animaux fleurs. En fait, ça, c'est pas un animal. C'est une colonie de plusieurs dizaines d'animaux qui vivent ensemble. Alors, en rouge, là, ce que vous voyez, c'est leur squelette. En fait, c'est leur HLM qui construisent tous ensemble. Et là, on a un individu. Là, on en a un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, sixième, septième, etc., etc. Qui bâtissent ensemble leur squelette. C'est un animal colonie de corail. Comme le sont d'ailleurs les gorgones. Voilà une belle gorgone rouge, hein, sur un fond caractéristique du coralligène, où on voit que c'est pas de la pierre toute seule, hein. C'est un mélange d'éponges, un mélange d'algues, un mélange de corail, de faux corail, voilà. C'est une pierre vivante, c'est vraiment un organisme vivant, cette pierre. C'est pas la pierre qui est vivante, mais c'est tous les êtres vivants qui sont collés, qui vivent dessus, et grâce à cette pierre. Oui, jeune homme? Est-ce que les trucs noirs à côté des algues et tout ça, est-ce que c'est des poissons? Oui, c'est des poissons, tout à fait. C'est des poissons qui sont un peu perdus dans le bleu. Bien observé, jeune homme. Allez, ça se corse un peu avec cette question. Les deux questions qui viennent sont des questions un peu tordues, mais qui sont importantes pour que vous puissiez comprendre le troisième niveau de la biodiversité, la diversité génétique de cette biodiversité. Alors, lors des étés 99 et 2003, on aurait même pu rajouter l'été 2015 également, le Mistral a peu soufflé, ce qui a provoqué des périodes prolongées d'eau chaude. On a eu beaucoup d'eau chaude sur une grosse profondeur. D'accord? Ces eaux chaudes, elles sont allées très 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 profond. Habituellement à des endroits où il n'y avait pas d'eau si chaude. Non, habituellement on a du Mistral qui souffle régulièrement. Et en effet, après un coup de Mistral, la température de l'eau, qu'est-ce qu'elle fait la température de l'eau? Elle se refroidit brutalement sous l'action de ce vent froid. Réponse 1. Elle se réchauffe brutalement sous l'action de ce vent chaud. Réponse 2. Elle se refroidit brutalement car les eaux plus chaudes qui sont en surface sont repoussées au large et remplacées par des eaux du fond qui sont plus froides. Réponse 3. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. À vous de jouer. Alors déjà, le Mistral, après un coup de Mistral, l'eau, elle est froide. Vous êtes arrivé samedi, j'imagine? Non, peut-être même avant, déjà? Alors si vous êtes arrivé après, alors si c'est après, n'en parlons pas. Mais la semaine dernière, on a eu un gros coup de Mistral. Lundi, pas ce lundi-là, le lundi dernier,
on avait de l'eau à 25, 26, et le jeudi, elle est passée à 19. 3 jours de Mistral. Mais alors, par quel phénomène l'eau se refroidit-elle? Et la bonne réponse, c'était la réponse 3. En fait, le Mistral n'est pas un vent spécialement froid. Pas spécialement. Mais c'est un vent qui souffle depuis la terre vers le large. Donc il emmène au large toutes les eaux de surface, ces eaux de surface qui étaient chaudes parce qu'elles ont pu se réchauffer grâce au soleil. Ces eaux de surface chaudes qui sont là chassées au large doivent être remplacées par quelque chose. Et ce quelque chose, ça va venir, c'est de l'eau qui va venir du fond. Qui dit de l'eau de plus profonde, dit de l'eau plus froide. Et là, on a froid. Ok? Sauf que, en 99 et en 2003, et puis peut-être en 2015, et effectivement, ces eaux chaudes, très très chaudes, qui sont arrivées à des profondeurs inhabituelles, ont provoqué une mortalité inhabituelle des gorgones rouges. Cependant, pas toutes ne sont mortes. Certaines ont mieux résisté que d'autres à cette perturbation climatique, parce qu'en effet, le fait qu'il n'y ait pas de Mistral pendant une très longue période, c'est une perturbation climatique. Chez nous, il doit y avoir du Mistral régulièrement. Sinon, c'est pas normal. Pas trop, mais quand même. Donc, d'après vous, quelles gorgones ont mieux résisté? Première possibilité, celles dont les géniteurs, c'est-à-dire dont les parents, vivaient en eau plus profonde. Réponse 1. Ou celles dont les parents vivaient en eau moins profonde. Réponse 2. Est-ce que ça va? Vous arrivez à trouver la réponse? Déduction logique par rapport à ce qu'on a dit. Faible profondeur, eau plus chaude. Plus profonde, eau plus froide. Ok, ok. Allez. C'est logique, c'est vrai, mais ça montre qu'il est important qu'au sein d'une population, il faut qu'il y ait différents types de gènes. Parce que dans le cas de changement de l'environnement, dans le cas de modification des conditions de vie, eh ben, s'il y a une plus grande diversité génétique, il y a plus de chances que cette population puisse résister, s'adapter à cette perturbation, ou à ce changement de l'environnement. D'où la diversité génétique. Alors, lesquels ont mieux résisté que les autres? Réponse 1 ou réponse 2, mademoiselle? Réponse 2. Effectivement, celles dont les parents vivaient en eau moins profonde, puisque elles vivaient en eau moins profonde, leurs parents avaient l'habitude de résister à des eaux plus chaudes. Donc comme c'était celles qui, comme elles étaient plus profondes, elles se sont retrouvées dans des eaux plus chaudes, si elles provenaient de gorgones qui vivaient à plus faible profondeur, elles ont mieux résisté. D'accord? Ok? Ok, allez, on va dire que c'est bon. Allez, on va sortir de l'eau, partir en route au large, à la découverte de Pélagos. Mais alors, qu'est-ce que c'est que Pélagos? Petite question sondage. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du sanctuaire Pélagos? Oui, et en plus, vous savez ce que c'est. Ça, c'est bien pour vous, parce que la question suivante, ça concerne la définition du sanctuaire Pélagos. Donc, réponse 1. Oui, mais par contre, vous ne savez pas trop ce que c'est. Vous en avez entendu parler, mais vous ne savez plus trop où et à propos de quoi. Réponse 2. Ou bien, non, jamais. Réponse 3. À vous de jouer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Hein. C'est juste, vous nous donnez votre avis. Là, en l'occurrence, ce n'est pas votre avis, c'est votre connaissance du sanctuaire Pélagos. Allez, ça m'intéresse parce que sachez qu'un grand nombre des communes du golfe de Saint-Tropez sont signataires de cette charte Pélagos, parce que c'est un sanctuaire, mais c'est également une charte. Et donc, le service observatoire marin est un peu le bras armé de ces communes quand il s'agit de promouvoir ce sanctuaire Pélagos. Donc c'est intéressant pour nous de savoir si les gens qui viennent en vacances ici ont déjà entendu parler de ce sanctuaire Pélagos. On adaptera notre action en fonction de votre vote, de vos votes. Donc c'est important. Merci d'avoir donné votre avis. Et on voit donc, pas la majorité, un petit peu moins que la majorité, mais presque la moitié, vous avez répondu non, jamais, vous n'avez jamais entendu parler du sanctuaire Pélagos. Et après c'est équivalent, oui vous savez ce que c'est, et oui vous connaissez, mais vous n'êtes pas sûr de quoi il s'agit. Donc très bien. En tout cas pour les 44,83% des personnes de la salle, je suis désolé, mais la question suivante concerne le sanctuaire Pélagos.
Donc, qu'est-ce que c'est que le sanctuaire Pélagos? Réponse 1, une aire marine protégée, commune à la France et à l'Italie. Réponse 2, un programme de recherche dans les grandes profondeurs. Réponse 3, une zone interdite à la pêche et aux activités humaines du fait de la présence de mammifères marins. Qu'une seule bonne réponse, à vous de jouer. Peut-être par déduction. Enfin, non. Non, en fait, non. Même, ne regardez pas ça, ça va vous induire d'erreur. C'est même pas que ça va vous induire en erreur, c'est que ça va vous induire d'erreur, complètement. Donc, regardez pas ça. La bonne réponse, c'était la réponse 1. C'est une aire marine protégée commune à la France et à l'Italie, et à Monaco aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Cette petite principauté coincée entre la France et l'Italie. Donc, c'est une aire marine protégée. Alors, elle est protégée pourquoi? Elle est protégée parce qu'il y a plein de mammifères marins. Alors, c'est quoi le sanctuaire Pélagos? C'est cette espèce de triangle là, qui s'étend du sud de Gênes jusqu'au nord de la Sardaigne, en remontant jusqu'à presque la presqu'île de Gien, les îles de Porquerolles, Porquerolles. Nous, on est là, en plein milieu du sanctuaire Pélagos. La Corse, toutes les eaux corses sont en plein milieu du sanctuaire Pélagos. C'est une zone, c'est l'une des zones du monde où on va y trouver la plus grosse diversité de mammifères marins. Il y a plus de 9 ou 10 espèces qui sont présentes constamment tout au long de l'année dans cette zone-là. On peut recenser jusqu'à 13 espèces de mammifères marins qui évoluent dans ce sanctuaire Pélagos. Pourquoi cet endroit-là particulièrement? Eh bien tout simplement, de par la configuration de la côte, le fait qu'on ait des faibles profondeurs qui très rapidement atteignent des très grandes profondeurs, on l'a vu en début avec le canyon sous-marin, on a plein de canyons sous-marins dans cette zone-là, très rapidement on part dans des profondeurs qui dépassent les 1000 mètres, et puis également c'est parce qu'ici il y a du Mistral. Et s'il y a du Mistral, par le même phénomène des remontées d'eau froide, ces eaux froides sont aussi plus riches. Et comme elles sont plus riches, il y a de la chaîne alimentaire qui peut se développer à partir de cette eau plus froide. Et s'il y a la chaîne alimentaire, on va avoir du plancton. Et si on va avoir du plancton, on va avoir des animaux qui s'en nourrissent, dont notamment les baleines. Alors justement, parmi ces espèces, les 3 qui sont présentées ici, lesquelles pourrions-nous rencontrer si on allait naviguer au large au milieu du sanctuaire Pélagos? Le cachalot, réponse 1, le grand dauphin, réponse 2, ou le requin-baleine, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas une baleine. Mais c'est un requin par contre. Allez, attention, à vous de jouer. Plusieurs. C'est lesquelles? Parmi ces espèces, lesquelles? Donc, les bonnes réponses, c'était les réponses 1 et 2. Le cachalot et le grand dauphin. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on n'a pas le requin-baleine. Mais qui sait, avec le réchauffement climatique, le changement climatique, peut-être qu'un jour, tout simplement parce que le requin-baleine est un animal plutôt inféodé aux eaux tropicales. C'est-à-dire qu'il vit surtout dans des eaux tropicales. On n'y est pas encore, mais peut-être qu'un jour, chez nous, l'eau sera suffisamment chaude pour qu'on puisse y croiser des requins-baleines. J'avoue que d'un côté, ça ne me déplairait pas, mais bon, on n'en est pas non plus. Ça apportera son lot de perturbations. Monsieur? Il y a requin dans l'Atlantique du Nord qui est un cousin du requin-baleine. Oui, tout à fait. Qui aime l'eau froide. Tout à fait, et qui est également présent en Méditerranée. Il s'agit du requin pèlerin. Oui. C'est Orhinus maximus, c'est un requin qui est le deuxième plus gros requin, après le requin-baleine, le plus gros c'est le requin-baleine, qu'on a aussi en Méditerranée, et qui est un planctonivore, qui mange du plancton, comme le requin-baleine d'ailleurs. Tout à fait, c'est vrai monsieur. Jeune homme? Non, il n'est pas aveugle. Le requin pèlerin, non, il n'est pas aveugle. C'est un mangeur de plancton, mais il n'a pas besoin de bien y voir, mais il n'est pas aveugle, non. Oui? Ils sont où ses yeux, requin-baleine? Ils sont juste sous le point noir, là. Ok? Bon, voilà quelques espèces. Donc, c'est les principales espèces, hein, c'est les 7 principales espèces qu'on voit.
de façon facile, régulière, dans le sanctuaire Pélagos. Je ne passerai pas en détail ces espèces-là. Je vous invite, si vous êtes intéressé par les mammifères marins, que vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sanctuaire Pélagos, de venir récupérer un peu de documentation que je tiens à votre disposition sur la table ici, en fin de présentation. Alors, on a parlé du plancton, mais c'est quoi le plancton exactement? D'ailleurs, le rorqual commun, le plus gros animal qu'on peut trouver en mer Méditerranée, le rorqual commun, ce géant des mers, mange du plancton. Alors c'est marrant, noté comme le requin, donc le rorqual commun mange du plancton. Mais qu'appelle-t-on exactement le plancton? Première possibilité, ce sont tous les animaux microscopiques qui vivent dans l'eau. Réponse 1. Réponse 2. C'est tous les organismes microscopiques qui dérivent au gré des courants. Réponse 3. C'est tous les organismes, c'est-à-dire les plantes, enfin plutôt les algues, et les animaux, des plus petits, microscopiques, aux plus gros, ceux qu'on peut voir à l'œil nu, qui dérivent au gré des courants. Ah ah, c'est costaud là, hein? À vous de jouer. Il n'y a qu'une seule bonne réponse, évidemment, hein, parce que... Alors, le plancton, c'est un groupe biologique qui est complètement arbitraire, qui a été inventé par les scientifiques, qui ont un point commun, un seul et unique point commun. C'est l'objet de la question. Mais ça va être un groupe tout à fait hétérogène, avec même des individus, des animaux, qui sont à une partie de leur vie dans le plancton, et puis le reste de leur vie, ils vont le passer au fond. Ça va être des végétaux qui sont capables de nager, mais qui nagent pas super bien. Enfin, en tout cas, tout leur point commun à ces organismes du plancton, c'est pas qu'ils sont petits, c'est pas qu'ils sont gros, c'est qu'ils sont pas capables de nager contre les vagues et contre les courants, et qu'ils se laissent donc dériver au gré des courants. Donc la bonne réponse était la réponse 3. On va y trouver également des tout petits organismes, les petites crevettes qui composent le krill, nourriture de prédilection des rorquals, des baleines. Mais on va aussi y trouver dans ce plancton des très gros animaux, enfin très gros. Chez nous, elles ne sont pas très grosses, mais comme par exemple les méduses. Les méduses font partie du plancton. Et oui, elles ne sont pas capables de nager contre les courants marins. Elles se laissent dériver, emporter par les courants, d'ailleurs jusqu'à nos plages. Quand une méduse arrive à la plage, vous n'êtes pas contente de l'y voir, mais elle n'est pas contente de vous y trouver non plus, hein, parce qu'elle est perdue. La méduse sur la plage, elle est perdue, c'est pas son endroit, c'est pas l'endroit naturel où elle vit. Elle préférait rester au large, profiter de la belle mer calme, plutôt que de venir se faire rouler par les vagues au bord de la mer. Et par quel vent elles viennent le plus? Par les vents qui les portent, c'est souvent du vent sud, du vent qui souffle du large vers la côte. Donc chez nous, c'est tout ce qui est Ponant avec sa composante la plus sud. Voilà, après ça dépend des plages, hein. Si vous allez à Porquerolles, sur de l'Est, ils ont des méduses, quoi. À Gien, c'est pareil. Enfin, donc ça dépend de l'orientation de la plage. On ne peut pas trop répondre à ça, mais c'est les courants qui les transportent et les vents. Oui, jeune homme? Il reste combien de réponses? Question. Combien de questions encore? Plus beaucoup, 4 ou 5. T'en as marre? Non? Ah, bon, ben ça va, allez, on continue. Allez, alors justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques individus du plancton qui vivent dans le plancton qu'une partie de leur vie, notamment quand ils sont tout bébés, quand ils sont sous forme de larves. Donc, et ensuite, ils vont aller se poser sur le fond et passer le reste de leur vie au fond. On vous demande de retrouver, donc on a les individus adultes ici, on vous demande de retrouver quelles larves vont avec les individus adultes. Donc il faut le mettre dans le bon ordre. Donc dans l'ordre, d'abord la larve du poulpe, ensuite la larve du crabe, enfin la larve de l'oursin. Il y a des éléments hein, pour essayer de retrouver, il faut regarder les caractéristiques des adultes qu'on peut retrouver chez les bébés, chez les juvéniles, enfin chez les larves en l'occurrence, c'est même pas des juvéniles. Allez, je vous aide. Le poulpe, il a des yeux et il a plein de bras. Avec des points. Avec des points. Voilà. Il n'a pas les bras au même endroit que le reste. Le crabe, lui, pour sa part, eh ben, il a 2 yeux aussi, qui ont tendance un peu à sortir du corps, mais il a surtout des membres qui sont sous forme de pointe, avec des petits poils hein, qu'on aperçoit un peu là. L'oursin, ben, lui, pour sa part, lui, il n'a pas d'yeux, il n'a pas de tête, par contre, il a des piquants sur son corps, il a des pointes sur son corps.
Donc je vous demande le tiercier gagnant dans l'ordre poulpe, crabe, oursin par rapport au numéro 1, 2 et 3. Attention, à vous de jouer. Ça va pour tout le monde? Allez, on va regarder les bonnes réponses. Vous ne pouviez pas les inventer, avec un peu d'observation ça aide. Donc il fallait d'abord taper le numéro 3, ensuite taper le numéro 1, ensuite taper le numéro 2 dans l'ordre 3, 1, 2. Ça va? C'est bon? Ok, pas de réclamation, super. Allez, on va aller s'intéresser à ce dernier étage, cette dernière zone de notre voyage à la découverte de la biodiversité marine, dans cet habitat très étrange qui est à très grande profondeur, dans les abysses, ce qu'on appelle l'étage batial. Alors, je vais vous montrer quelques images qui ont été rapportées d'une mission qui a été réalisée il y a 2-3 ans, donc relativement récemment, l'expédition Metsican, dont l'objectif était de partir à la découverte de ces canyons sous-marins qu'on aperçoit ici, donc voilà, avec